Je vais prendre celui-là. Ah, j'ai pas pris le bon cap là. Et le problème, c'est que ce cap-là a fait s'effondrer la tour. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion. Ça ne sera jamais une seule raison qui fera exploser les prix à la hausse ou qui les fera s'exploser à la baisse. Parce que le marché de l'immobilier fluctue. Parce que oui, l'immobilier fluctue. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a trop de gens qui croient que l'immobilier, c'est comme ça. C'est juste un produit d'investissement et ou d'ailleurs un produit de vie, parce que ce n'est pas que de l'investissement, on est d'accord, qui ne fait que prendre de la valeur. Je ne sais pas pourquoi les gens croient ça, ils croient que ça prend que de la valeur. Ce n'est pas du tout comme ça. D'abord, ce n'est pas aussi raide, c'est plutôt une pente généralement douce et c'est souvent agrémenté, malheureusement, de petites choses comme ça. Alors, c'est grossier, on est d'accord, mais ça peut baisser, monter, et comme tu peux le voir, oui, sur une longue période de temps, c'est une hausse, mais sur une longue période de temps. Détail important, quand il y a des baisses, comme celle-là, ou comme celle-ci qui est une hausse, personnellement, je dirais qu'on est sur 2 à 4 ans. Alors peut-être moins, peut-être plus, c'est une estimation. Et un autre élément hyper important, je dirais que globalement sur 10 ans, oui, tu gagnes de l'argent avec de l'immobilier. Mais si le terme des 10 ans, le moment où tu veux vendre, il tombe là, ben c'est mal tombé. S'il tombe là, ben c'est mal tombé. S'il tombe là, ben c'est bien tombé. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment toi qui décides. C'est le projet, c'est la réalité. D'ailleurs, en parlant de réalité, prenons des chiffres concrets. Parce que je te dis des choses, mais tu n'es pas obligé de me croire. Donc regarde, ici je t'ai pris les prix de l'immobilier de 1960 à un peu plus que 2020. Parce que tu sais que quand on fait les chiffres réels, il y a toujours un décalage. Donc il y a les chiffres de la France en bleu et Paris en rouge. Et, point important, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Mais regarde, tout à l'heure, je t'ai fait 3 variations que tu retrouves ici. Ça, c'est la guerre du Golfe. 90, 94. L'immobilier est monté, paf, il est tombé. Ça, regarde, on va vers le bas. 2008, 2012. 2008, les subprimes. 2012, la crise de la dette des États. C'est monté, paf, c'est retombé. Et là, cette espèce de décrochage vers le haut que tu vois, vers la hausse, c'est le Covid. Eh bien, en fait, on a eu un confinement, tout le monde a voulu se loger ailleurs que là où il était, les prix de l'immobilier se sont envolés. Donc, comme tu peux le voir, ça corrobore ni plus ni moins ce que je viens de te dire, l'immobilier fluctue. À ton avis, c'est quoi qui fait varier les prix de l'immobilier alors? Ce que j'ai fait ici, c'est que la réponse va être scindée en 2 parties. Première partie, on va voir les causes intangibles qui font varier les prix de l'immobilier. C'est quoi intangible? C'est tout ce sur quoi tu n'as pas de prise. Et en deuxième partie, on va voir toutes les causes tangibles qui font varier les prix de l'immobilier. Et c'est tout ce sur quoi tu as une prise. Donc ça veut dire que dans le premier cas, tu ne peux rien faire. Ça va arriver et ça arrive, c'est comme ça. Et dans ce second cas, ça va arriver aussi, mais tu peux faire quelque chose. Allez, regarde, on attaque direct avec la première cause intangible et tu vas très vite comprendre. Alors, là, je t'ai mis les 2 plus importantes. Et la première, c'est la corrélation entre les taux de crédit et les prix de l'immobilier. Donc, regarde, j'ai pris le graphique que je trouvais le plus simple qui illustrait mes propos, parce que ça a été dur de trouver un graphique pour illustrer mes propos. Et donc là, ici, comme tu peux le voir, là, c'est cette espèce de trait de couleur violine, je ne sais pas trop sa couleur, bon bref, tu me le diras dans les commentaires. Eh bien, c'est la baisse des taux de l'immobilier. Et en parallèle, regarde, les petits bâtonnets, c'est les prix de l'immobilier qui montent à Paris, on est d'accord? Et regarde, après plus loin, là, on a les taux qui montent d'un coup et les prix qui baissent. Donc, quand les taux sont hauts, les prix sont bas. Et quand les taux sont bas, les prix sont hauts. Ça n'est qu'un transfert de richesse entre les propriétaires et la banque et les propriétaires. Ça dépend des moments. La réalité, c'est que ça ne dépend pas de toi. C'est ce qu'on appelle une politique monétaire générale. Bref,
tu l'as subi comme je l'ai subi aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'offre et de la demande. Et pour illustrer mes propos, je vais taper l'Internote Nîmes, parce que tu sais que j'adore le site de l'Internote. L'Internote, ça regroupe toutes les informations de l'INSEE. Alors, l'offre et la demande, c'est quoi? C'est avec les taux et les prix, pour moi, les deux grandes causes de variation des prix dans l'immobilier. Parce qu'en fait, l'immobilier, tu le sais ou pas, c'est un marché de gré à gré. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une offre et une demande et qu'elles sont censées être libres. Et de l'autre côté, il y a des taux avec des prix et qui sont aussi corrélés. Et tout ça, ça fait le marché de l'immobilier. Après, on va voir d'autres choses, mais ça fait partie des grandes règles. Sauf que dans l'offre et la demande, il y a plein de petites raisons qui font qu'il y ait plus d'offres que de demandes et inversement. Juste pour info. Quand tu as beaucoup d'offres et peu de demandes, les prix sont bas. Mais quand tu as beaucoup de demandes et peu d'offres, les prix sont hauts. Ce qui vient se plugger, se corréler au taux et au prix. Donc regarde, on va décomposer rapidement l'offre et la demande. Elle se décompose comme suit. Donc tu vas sur l'Internote et tu commences par aller dans population. Et là, tu vas déjà avoir un premier indicateur. Là, comme tu peux le voir, la population, la variation de la population. Donc tu vois, regarde à Nîmes, on a perdu des habitants, puis on en a repris, puis on en repère, puis là on en reprend. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la population. Mais dans la population, il y a des sous-catégories qu'il faut comprendre. Par exemple, quelle est la répartition des naissances et des morts? Parce que si tu perds de la population parce que tu as beaucoup de morts, c'est plus embêtant. Alors que si tu gagnes en population parce que tu as beaucoup de naissances, c'est plutôt préférable. Mais à ça s'ajoute aussi la démographie, donc de l'immigration et aussi des déménagements dans le pays. Tu peux avoir des gens qui viennent d'autres régions vivre dans la ville et tu peux avoir des gens d'autres pays qui viennent vivre dans cette ville. Bon bref, je ne vais pas te dire tous les trucs, je t'aide juste à comprendre les mécanismes. À ça s'ajoutent encore d'autres éléments, à savoir bien les moyens des personnes qui vivent dans la ville. Donc là, tu as vu, j'ai cliqué sur salaire. On va descendre, on va regarder, tu vois, le niveau de salaire des gens qui habitent à Nîmes. Et là, regarde, c'est très intéressant. En orange, là au-dessus, là, tu vas avoir le salaire moyen français et en dessous, tu as le salaire moyen à Nîmes. Et là, tu pourrais te dire, à Nîmes, vous ne gagnez pas bien votre vie. Oui, sauf que ça veut tout dire et rien dire. Regarde, on va fermer. On va aller à, je ne vais pas te dire de bêtises, emploi et chômage. Et tu dois comme ça collecter des données sur la région où tu veux aller pour comprendre. Regarde, là ici en bleu, c'est la population active. Et en dessous, c'est la population active en France, la moyenne de la population active. Donc tu vois bien que notre niveau de population active à Nîmes est supérieur à la moyenne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui travaillent, mais ils sont juste moins bien payés. Qu'est-ce qui est préférable? Plus de gens qui ne travaillent pas, mais ceux qui travaillent sont très bien payés, ou alors l'inverse, plus de gens qui travaillent, mais un peu moins bien payés que la moyenne nationale. Je te pose la question. Mais comme tu peux le voir, il y a tout un tas de données qui vont te permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles l'offre et la demande s'organisent dans la ville dans laquelle tu veux aller. Juste pour info, tu as un petit bouton avec écrit impôt IFI. Il faut que tu ailles voir parce que c'est pareil, que tu regardes la répartition des richesses dans la ville. Est-ce qu'il y a des riches déjà? Oui ou non? Quand il y a des riches, ça prend de la valeur. Quand il n'y en a pas, ça prend moins de valeur. Donc, tu dois te renseigner et tu dois, comme ça, aller chercher les informations qui t'intéressent tout simplement sur la région sur laquelle tu veux investir pour anticiper bien soit une explosion des prix, soit un effondrement des prix pour faire un petit peu référence au titre de la vidéo. Donc maintenant, on va taper tout autre chose. Donc je vais taper, alors ne m'en veux pas, il ne faut pas que tu m'en veuilles, on va taper ça, regarde, voilà. Guerre en Ukraine, bâtiment, je te mets des photos de bâtiments. Et là, on va parler d'une cause intangible, la géopolitique. Tu as acheté un appartement en Ukraine, ton appartement s'est pris une bombe. Alors, non seulement il a perdu de la valeur, mais il peut ne plus avoir de valeur du tout. Il peut être rasé. On est d'accord? Malheureusement, je condamne la guerre. On est bien d'accord. Je prends cet exemple parce qu'il est facile à faire passer un message. Et bien évidemment, je vais te montrer l'opposé de ça. On va taper ça, regarde. Voilà, et regarde. Donc là, on a une milliardaire qui s'est installée dans la ville d'Arles. Et en s'installant, donc comme tu peux le voir à l'écran, elle a tout simplement construit une tour qui est un musée. Elle a investi énormément d'argent. On est bien d'accord, on ne va pas ici donner notre avis sur la situation, tu aimes ou tu n'aimes pas, j'aime ou je n'aime pas, ça n'est pas la question. Je suis aussi d'accord avec toi, tu vas faire une rénovation dans un secteur sauvegardé historique, on va te casser les bonbons parce que tu vas mettre des fenêtres en PVC et elle construit une tour en verre dans une ville gallo-romaine, bref, passons. Mais la réalité, c'est qu'elle a fait exploser le marché et que là encore,
À l'opposé du spectre de la guerre en Ukraine, tu ne peux pas prévoir qu'une milliardaire va s'installer dans ta ville. Ok? Et pourtant, ça fera exploser les prix. Je te le souhaite. Donc, comme tu peux le voir, il y a des causes intangibles qu'on ne maîtrisera jamais et qui font monter ou baisser les prix. Pardonne-moi encore pour ce que je suis en train de taper. Mon objectif ici est très simple. Je vais prendre le Bitcoin pour te faire passer un message. C'est une image, ce n'est pas la réalité. Tu es d'accord avec moi que le Bitcoin varie de façon violente, ok? Ça s'apparente à de la spéculation irrationnelle. Et il peut arriver que tu aies de l'immobilier dans des régions où il y ait de la spéculation irrationnelle. Je te montrerai un exemple tout à l'heure. Et tu verras que si ça arrive, ton prix se décorrèle complètement de la réalité. Et dans ces cas-là, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, si tu as un bien, alors si tu as un bien, tu gagnes de l'argent. Si tu veux acheter dans cette zone, ça va être très compliqué. Et tu as plein d'endroits comme ça en France. Prenons rien que le cas de Paris. La moyenne pour acheter à Paris, le salaire moyen pour pouvoir acheter un bien à Paris, c'est 13 000 euros. Donc voilà, par mois. Il faut que tu gagnes 13 000 euros par mois pour pouvoir te payer un bien à Paris. On est bien d'accord que pas tous les Français gagnent 13 000 euros par mois. Donc voilà, quand il y a une spéculation irrationnelle sur un lieu, tu le subis, sauf si tu es déjà dans le marché. Et ça, tu ne peux pas le maîtriser. On termine avec, je te mets pas à l'écran, là je vais te le mettre dans quelques secondes parce que voilà, je te réserve encore une dernière petite surprise. Et là, je te fais apparaître des voitures du début du siècle, les années 1900, l'avènement de l'automobile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple, la voiture est arrivée et elle a détruit littéralement l'industrie équine. Tous les gens qui travaillaient dans le cheval ont perdu leur emploi. Ils étaient très en colère, mais ils ne savaient pas que l'industrie de l'automobile allait créer plus d'emplois qu'aucune autre industrie avant elle. Donc, comme toute chose, il y a du positif et du négatif. Ici, on parle d'une cause intangible contre laquelle tu ne peux pas lutter. Ce sont les changements de vie, les révolutions de vie que l'humain est le seul d'ailleurs à générer. Là, on a eu la révolution industrielle et pour moi, l'automobile en est le cœur. Elle nous a permis d'acheter des biens immobiliers très éloignés des centres d'intérêt parce qu'on peut s'y rendre facilement. Parce que prendre sa voiture et aller quelque part, c'est une facilité, c'est une commodité. De la même manière que l'informatique est en train de révolutionner notre vie et va nous amener sur de nouveaux horizons. Juste pour info, et j'en reparlerai, le Covid nous a montré qu'on pouvait télétravailler. Et c'était un changement de vie quand c'est arrivé. Alors qu'on pouvait travailler depuis longtemps, mais ça l'a démocratisé. Donc voilà, tu viens de voir maintenant les 5 causes intangibles qui peuvent faire varier les prix de ton immobilier. Maintenant, on va voir 5 causes tangibles et j'attaque directement par le DPE. Alors le DPE, c'est quoi? C'est une loi qui a été mise en place, une loi pour le climat qui classe tes logements de façon énergivore. C'est très simple, hein. Soit tu fais les travaux et tu vas pouvoir en tirer bénéfice, soit tu ne les fais pas. Et malheureusement, tu ne peux plus louer ton appartement. Voilà, donc c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Et il y a un dernier point que je veux préciser, on va reparler du DPE dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. Ok? Maintenant, on retourne sur Google et on va taper, regarde, c'est quoi le terme? C'est celui-là. Donc, tu sais ce que c'est? L'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est une limite à la hausse du montant du loyer d'un logement mis en location avec un bail d'habitation dans la commune située en zone tendue. Donc, je vais cliquer quand même pour qu'on soit d'accord sur la phrase. Voilà, en zone tendue, nous vous présentons la réglementation, blablabla. On est sur le site officiel des impôts, donc je ne peux pas tout simplement te mentir. C'est la République française, tu le vois à l'écran. Voilà, c'est très simple. Il y a des villes, des zones qui sont tendues et il y a des zones qui ne le sont pas encore pour l'instant. Tu choisis simplement d'aller dans les zones qui correspondent le mieux à ce que tu veux, en sachant que le potentiel de gain n'est pas forcément le même. C'est évident. Mais je veux le préciser, c'est assez compliqué comme situation parce que un loyer plafonné implique souvent un prix plafonné à la vente, surtout quand tu fais de l'investissement. Donc, sois vigilant. On revient en arrière, on revient sur Google et maintenant on va taper le Grand Paris. J'imagine que tu connais le Grand Paris et c'est en fait une politique, le choix d'une politique urbaine d'une ville.
Alors pourquoi je te parle de ça? Eh bien parce que si tu prends, alors est-ce que je vais pouvoir te le montrer? Pas vraiment, je vais faire comme ça, je pense que tu vas voir. Mais il est évident qu'en fait, comme tu le vois, le Grand Paris, en fait, non, c'est peut-être pas le bon exemple. Attends, je vais prendre autre chose. Voilà, c'est l'agrandissement, l'élargissement d'un réseau ferroviaire qui permet simplement de donner plus de valeur aux nouveaux arrêts qui sont définis par la politique urbaine de la ville. Ça, si tu t'appuies dessus, c'est presque une façon prédictible de gagner de l'argent. Et bien évidemment, je suis obligé de le préciser, il existe des politiques urbaines qui te feront perdre de l'argent. Un exemple tout bête, des restrictions très fortes sur des permis de construire ou une interdiction pure et simple de construire sur une région, alors que toi tu veux t'y installer et que tu n'as jamais pu acheter. Tu vas devoir faire avec ce qu'il y a et tu ne pourras plus construire. C'est un exemple. Ok ? Allez, on retourne sur Google et je vais taper loi Pinel. Alors la loi Pinel, tu sais ce que c'est, et tu vois d'ailleurs je l'ai mal tapé, je suis allé un petit peu vite, on va faire ça histoire que ce soit mieux. Le principe de la loi Pinel, c'est quoi? C'est un dispositif qui ouvre un droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location sous condition, blablabla. Donc en gros, on t'offre un cadeau fiscal en échange d'un investissement et le but, c'est de favoriser le neuf. Mais il existe des avantages fiscaux dans l'ancien, les lois Malraux par exemple. Donc en gros, c'est pareil, c'est un choix. Tu le fais ou tu le fais pas, tu trouves que c'est bien ou tu trouves que ça ne l'est pas. On termine avec le dernier élément. Je vais taper 2025 prêt à taux zéro. Et c'est quoi ces éléments-là? Alors regarde. Qui a droit au prêt à taux zéro? Le 1er avril 2025, on a remis en place le prêt à taux zéro parce qu'en fait, il avait été retiré. C'est tout simplement une politique de crédit. En gros, c'est l'État qui décide de permettre à nouveau à sa population d'accéder au crédit. Alors là, on est dans une forme de crédit, on parle du prêt à taux zéro, mais ça va favoriser l'achat. Et s'il y a un prêt à taux zéro, eh bien ça va booster la valeur de certains biens, là en l'occurrence à la construction, là où tu peux construire, et du coup ça va permettre à nouveau de faire monter les prix. Et quand on l'enlève, ça va faire baisser les prix puisqu'on n'a plus l'avantage. Donc tu dois bien comprendre que en réalité, le crédit, le prêt à taux zéro, c'est une régulation de crédit qui est mise en place ou pas et qui va favoriser ou pas un certain prix sur un certain type de bien. Ok ? Donc voilà, tu viens de voir globalement une dizaine de causes tangibles et intangibles, plutôt intangibles et tangibles, qui agissent sur le prix des biens qui sont sur le marché immobilier. Maintenant, au vu de tout ça, tu n'as normalement plus qu'une seule et unique question en tête. Comment on peut tirer parti de ces causes? Comment finalement on peut faire en sorte que tout ça, ça soit à notre avantage? Et du coup, je vais te donner 3 conseils très simples. On va commencer par le premier conseil qui est ni plus ni moins le bon sens. Et pour illustrer ce premier conseil, on va partir de ce dont je viens de te parler, les DPE. Alors pourquoi on part des DPE? Parce qu'en fait, tu utilises le bon sens et tu réfléchis. La situation, elle est très simple. L'État français n'a plus d'argent. Il est en faillite. L'État français est en train de traverser une crise du logement. Mais comme il n'a plus d'argent, il ne va pas pouvoir financer les logements dont il a besoin. Donc, il va devoir déléguer au secteur privé ce qu'il est incapable de faire, par faute de moyens, à peu près logique. Et l'État français a fait une loi, les DPE, pour permettre que ces logements, que son parc locatif privé soit rénové comme il le souhaite. Sauf que cette loi ne marche pas. Et est-ce que tu vois le paradoxe de toute cette situation? L'État français, en faisant cette loi, va supprimer une partie de son parc locatif dont il a besoin pour subvenir à la demande grandissante. Et comme je te l'ai dit, la loi de l'offre et la demande reste une des lois intangibles qui finissent toujours par avoir raison de tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par bien séparer la différence entre les causes tangibles des causes intangibles. Et tu dois avoir tout ça en tête en fait. Finalité, c'est quoi? C'est très simple. Je vais te donner une prédiction. Le DPE ne restera jamais tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il ne fonctionne pas. Et il va de moins en moins bien fonctionner dans un contexte où de plus en plus de gens vont avoir besoin de se loger et où l'État ne peut pas répondre
à cette demande. Donc, tu fais appel à ton bon sens et tu vas acheter ce qu'on appelle des passoires thermiques. Parce que c'est facile de comprendre tout ce que je viens de t'expliquer. Et comme je viens de te le dire, je fais donc ma prédiction. Soit la loi, la réglementation autour du DPE va évoluer et s'adoucir parce qu'en fait ça ne fonctionne pas, soit elle va carrément disparaître. Donc, actuellement, il y a une opportunité qui est créée de toutes pièces, tout simplement parce que l'État a décidé de faire passer cette loi. Et comme tu fais appel à ton bon sens, mon conseil, c'est de acheter des passoires thermiques, c'est de se positionner sur ces produits-là parce que c'est une situation qui n'est pas réelle. Ok? Deuxième point, la politique. Et j'ai quelque chose à te montrer. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. L'extrait dure effectivement plus longtemps, je ne vais pas tout te montrer. Je ne te montre pas ça pour insinuer que tu ne dois pas investir dans une ville écologiste. On est face à un entrepreneur, le directeur de Safran, qui veut ouvrir une usine dans une région, peu importe laquelle, et il regarde la mairie. Parce qu'en fait, c'est une couche de complexité ou pas, qui est facilement éliminable, qu'on peut interchanger. Si la mairie dans laquelle tu veux investir ne te convient pas, eh bien tu changes de point de chute et tu n'as plus les mêmes contraintes. Ce que je veux te dire, c'est que en matière politique, eh bien, tu peux perdre de l'argent si tu n'es pas dans une politique accommodante, comme tu peux gagner de l'argent si tu es dans une politique favorable. Comment? Eh bien, tout simplement de la même manière que ce que je viens de te montrer. Par exemple, cette usine qu'il essaye d'implanter et qu'il ne l'a pas implantée dans une ville écologiste, eh bien, elle va quand même générer de l'emploi, comme il dit, 500 emplois, et ça va créer de la richesse à l'endroit où il va s'installer. Je te fais un parallèle pour que tu comprennes. Parmi les bonnes affaires que j'ai réalisées dans ma carrière, il y en a une qui a été faite grâce à de la politique. Pourquoi? Parce que un jour, dans un village autour de chez moi, j'ai su qu'il y allait avoir une zone qui allait être créée, une zone avec plusieurs entreprises. Et le village est devenu une ville. Et j'avais investi avant que ce soit une ville. Et du coup, j'ai gagné de l'argent sur une décision politique qui a été prise. Et tu dois t'y intéresser. Tu ne dois pas t'intéresser à la politique nationale, mais tu dois t'intéresser à la politique régionale, à la microéconomie qui te concerne, parce que ça peut te faire gagner ou perdre de l'argent, comme je viens de te le dire. Ce qui m'amène au troisième et dernier conseil, c'est ta capacité d'analyse. Tu dois développer ta capacité d'analyse. Et tout ça a été soigneusement préparé pour t'amener à un élément qui, je sais, te semble manquer dans cette vidéo. Parce que tu es en train de te dire, mais attends, tu as oublié un élément essentiel dont tu n'as pas parlé, la corrélation ou la décorrélation entre les revenus et le prix de l'immobilier. Tu sais cet argument que tout le monde donne et qui dit que cette courbe, tôt ou tard, finira comme ça. Alors, je l'ai peut-être un peu mal fait. Je vais du coup le refaire parce que je concède que ce soit mal fait. Dans ce sens-là, voilà, regarde, on va faire ça comme ça. Il y a plein de gens qui disent que cette histoire finira comme elle a commencé, comme cela. Voilà. Tu vois, là-bas, j'ai fini de dessiner le dessin tel qu'il a commencé ici. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas normal, en fait, qu'il y ait une décorrélation entre les revenus, tes revenus, mes revenus, nos revenus, et le prix de l'immobilier. Sauf que, je suis désolé de te le dire, ça n'a aucun lien, ça n'a jamais eu aucun lien et ça n'aura jamais aucun lien puisque regarde, oui c'est vrai, avant c'était corrélé, mais ça ne l'est plus et ça a tendance à continuer pour plein de raisons. Première raison, le fait que
notre monnaie perd de sa valeur et que l'immobilier, de facto, vient jouer le contre-pied de cette situation. C'est-à-dire que l'immobilier devient une valeur refuge étant donné que l'argent n'a plus de valeur. Un autre élément qui n'est jamais précisé ici, c'est qu'on est rentré dans l'ère de la mondialisation et que malgré tout, la France reste un pays peu cher en termes de prix et que donc des étrangers viennent acheter dans notre pays et qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Et je pourrais continuer comme ça à te donner des arguments que tu peux entendre ou pas, avec lesquels tu peux être d'accord ou pas, mais qui en tout cas ont un poids dans cette situation. Regarde, je vais te montrer encore autre chose pour qu'on aille un petit peu plus loin dans cette réflexion. Tu vois cette zone que tu ne peux pas définir où elle est? Ça, c'est un petit hameau que tu vois. Et ni toi ni moi ne pouvons acheter à cet endroit-là. Tu n'as pas les moyens, je n'ai pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Autour, si tu t'éloignes, regarde, c'est les champs, il n'y a pas vraiment de ville à proximité. On est dans une région plutôt pauvre et si on prend la route dans cette direction, on se dirige vers un village où les prix au mètre carré sont peu élevés. Mais l'élément intéressant, je vais essayer d'écrire sur… non, ce n'était pas ça que je voulais faire, mais ce n'est pas grave, ça va arriver, t'inquiète pas. Le point intéressant dans cette affaire, c'est que cette zone-là, ici, très précisément, donc c'est un hameau, hein, c'est-à-dire que c'est des petites maisons en enfilade, tu vois, sur cette zone surtout. Là, il y a une grosse maison, puis là, il y a encore des petites maisons en enfilade, peu importe. Cette zone, elle coûte extrêmement cher. D'abord, il n'y a que des Anglais qui achètent. Si tu n'es pas anglais, tu ne peux pas acheter parce qu'ils se vendent entre eux. Donc déjà, indépendamment qu'il y ait un problème sur le fait de pouvoir acheter parce que tu n'as pas la même nationalité que ceux qui achètent là, il y a un problème voilà, de connaissance. Et ensuite, les prix sont délirants. Ils sont en dehors du marché. Et vraiment, je t'assure, hein, juste là en bas, il y a un village où c'est 10 fois moins cher. Et autour, c'est aussi 10 fois moins cher. Tu vas dans tous les villages autour, c'est vraiment très abordable. Mais là, c'est intouchable. Et tu vois bien que c'est un micro-marché. C'est un micro-marché. C'est un marché dans le marché. C'est ce qu'on appelle une niche. Et il y en a plein des niches. Je ne vais pas toutes te les montrer, je ne vais pas toutes te les citer. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le but ici, c'est de te montrer qu'en fait, eh bien, tu as comme ça plein de subtilités qui fonctionnent malheureusement, après on pourrait en débattre, c'est sûr, et qui n'empêchent pas que, effectivement, il y a eu une corrélation entre le niveau de revenu et le prix de l'immobilier, mais depuis plusieurs années, depuis les années 2000, depuis qu'on est passé à l'euro, depuis que les gens peuvent circuler plus facilement, c'est terminé. Alors peut-être que ça arrivera le jour où l'euro s'arrêtera, peut-être qu'on redeviendra quelque chose de normal, puisqu'en fermant les frontières, on sera entre locaux et dans ces cas-là, ce sera différent. Mais pour l'instant, je ne sais pas toi, mais moi, je ne vois pas ce scénario se produire. Mais regarde, on va finir avec un petit jeu, juste pour que tu vois que l'esprit d'analyse, et c'est une partie du but de cette vidéo, l'esprit d'analyse est et restera l'élément le plus important pour toi. Ici, tu as une maison qui coûte 100 000 €. Ici, tu as une maison qui coûte 110 000 €. Il faut savoir que ces deux maisons dont je suis en train de te parler sont face à face. Ce sont strictement les mêmes. Ce sont strictement les deux mêmes maisons. Tu as une maison 1 qui est ici et tu as une maison 2 qui est ici. Ok ? C'est les mêmes. Les mêmes. Tout pareil, mais en effet miroir. C'est le seul détail. On va dire que peut-être que tu n'aimeras pas avoir la cuisine à gauche, mais plutôt à droite, mais tout est identique. Laquelle est la moins chère? Laquelle des deux maisons est la moins chère? Je te laisse quelques secondes, parce que tu es vraiment en train de te dire qu'il y a un piège. Et oui, il y a un piège. Donc cette maison, il se trouve qu'elle est dans la ville. Et son impôt foncier est de 5 000 €. Ça, c'est son foncier, ok? Et cette maison, de l'autre côté de la rue, elle est dans le village. Et son impôt foncier est de 2 200 €. La maison la moins chère, c'est celle-là là-bas. Parce qu'au bout de 10 ans, elle ne t'aura coûté que 22 000 € en foncier, là où ici, elle t'aura coûté 50 000 € en foncier. Alors 22 200 €, hein, je n'ai pas mis le détail, on est d'accord, mais ce n'est pas le problème. Le problème que j'essaye de te montrer, c'est que il y a énormément de données dans l'immobilier que tu dois analyser et prendre en compte, sachant que souvent, l'impôt foncier, ça n'est qu'une ligne sur une carte. Très souvent le cas. Des fois, dans des quartiers,
on ne sait pas pourquoi. À partir de là, le foncier il est moins cher et de l'autre côté, il est plus cher. Et c'est réel. Et tu te rends bien compte que du coup, dans les 3 conseils que je te donne, eh bien, l'analyse, c'est l'élément qui est le plus important, qui te permettra soit de perdre de l'argent, soit de gagner de l'argent en immobilier. Oui, il y a des cas plats par terre, mais ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Bien, je voulais te montrer que l'immobilier, ça n'était pas du hasard. C'est un ensemble de paramètres intangibles et tangibles qui font le marché. Et le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui se concentrent sur des éléments avec lesquels ils n'ont aucune prise et ça les empêche d'agir. Ton travail, c'est de te concentrer sur les paramètres tangibles, de réfléchir et d'agir pour avancer sur tes projets. La conclusion de la vidéo, elle est déjà dans la vidéo en fait. Parce qu'à un moment donné, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, si tu gardes des biens sur 10 ans, il y a peu de chances que tu perdes de l'argent. Parce qu'en réalité, l'immobilier, c'est du temps long. Et en fait, la différence entre ceux qui gagnent de l'argent en immobilier et ceux qui perdent de l'argent en immobilier, c'est la stratégie et l'analyse. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire dans mes programmes. Dans mes programmes, je t'aide à élaborer une stratégie qui fonctionne sur le long terme. Qui fait que si tu décides de vendre au plus mauvais moment, parce que ça peut arriver, hein, on n'est pas parfait, bien tu as le choix de pouvoir patienter. Et si tu peux patienter, un autre moment se présentera pour que tu vendes en gagnant de l'argent. Et c'est ce que je te souhaite en fait, de gagner de l'argent. Et c'est pour ça, je te le répète, que tu dois avoir la bonne analyse. Alors attention, cette vidéo survole des éléments qui mériteraient d'être creusés plus en profondeur, j'en ai conscience. Le but, c'est juste de te donner des pistes pour te montrer qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et qu'en fonction de la manière dont tu l'abordes, eh bien, soit tu en ressors gagnant, soit tu en ressors perdant. Et bien évidemment, je te souhaite d'en ressortir gagnant. Et c'est tout l'objet de mon travail. Si tu veux que je t'aide pour avancer sur l'immobilier, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Tu as mes formations, mes livres et mes coachings où on travaille tous les deux sur ton projet. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent, et tu tapes crise financière et tu as mon autre livre qui apparaît, Survivre à une crise financière. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Like, partage, laisse-moi un commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!